Un petit mot introductif comme on avait Ça dit. fait Ne vous inquiétez pas, ça sera très rapide. Il est 30, tu peux y aller. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Bienvenue aux archives départementales des Deux-Sèvres. Je pense que certaines personnes parmi vous connaissent très bien le service et peut-être que pour d'autres personnes, c'est une première. Je me présente Angélique Barbeau, je suis responsable des archives contemporaines. Tout d'abord, je vais commencer par excuser Monsieur Maufré, notre élu qui est en charge des archives, qui n'a pas pu se libérer ce soir et qui ne sera donc pas présent parmi nous. En revanche, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Gorichon, qui va nous parler d'un sujet ô combien passionnant, la résistance dans les administrations publiques au temps de la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est vrai que c'est un sujet, ou en tout cas une activité qui est assez peu visible, et pourtant qui fut ô combien capitale pour l'histoire de la France. Monsieur Gorichon est fonctionnaire, il est également chercheur amateur, et en plus de cela, son grand-père était lui-même résistant, son grand-père était lui-même résistant, ce qui fait que le sujet le touche à titre personnel. Et je pense que l'on peut dire aussi que vous avez un projet de publication sur ce sujet-là. On ne dévoile rien de secret, on l'annonce, parfait. Alors, cette conférence aura lieu sous une forme un petit peu nouvelle par rapport à ce que nous avons l'habitude de faire. La forme sera une conférence échange. C'est pour ça que, comme vous le voyez au niveau de la configuration, nous avons Monsieur Gorichon qui fait face à Sarah Skagamar, qui est la médiatrice culturelle des archives départementales et qui va animer cette conférence échange. Voilà, écoutez, je pense que j'ai tout dit. Je vais vous souhaiter une bonne conférence. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour la séance de questions-réponses. Merci beaucoup, Angélique. Donc, comme l'a dit justement Angélique, c'est une conférence échange. On a voulu tester quelque chose et je remercie déjà d'avance Monsieur Gorichon de se lancer dans cette expérience et on espère qu'elle sera fructueuse et que vous pourrez ressortir de cette conférence, de cet échange avec de nouvelles informations sur ce sujet qui est le NAP. Alors, justement, on va commencer par définir un peu ce qu'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le noyautage des administrations publiques. Et j'aimerais savoir, Monsieur Gorichon, qu'est-ce qui d'abord vous a donné envie de travailler sur le sujet? Alors on a un petit peu parlé de votre histoire personnelle, mais quel est l'intérêt de ce sujet? Alors effectivement, à l'origine, il y a le fait que mon grand-père était lui-même membre du noyautage des administrations publiques, donc on va dire le NAP pour que ce soit plus simple, mais bon, le titre, vous l'avez sur les écrans. Et il y avait aussi le fait que dans l'histoire familiale, ça se savait, ça se transmettait que mon grand-père avait un ami qui n'a pas pu survivre à la Seconde Guerre mondiale, un ami proche. Et ça a toujours été un élément de regret sur des issues. Donc cet ami, c'était Robert Béchade. Et donc ces deux acteurs du NAP ont fait que je me suis dit, il y avait très peu de textes existants en la matière. Et ce serait intéressant d'aller un peu plus loin que quelques informations. Et il y a aussi le fait que c'est un sujet qui me touche aussi d'une certaine manière, parce que étant moi-même fonctionnaire, je me dis comment j'aurais réagi pendant la Seconde Guerre mondiale si j'avais été confronté aux mêmes faits. Et je me suis toujours intéressé sur les questions de désobéissance. Alors, je suis aussi un juriste de formation et notamment un pénaliste. Et donc, ça fait partie du cursus à l'Université de Poitiers.
pour ne pas la citer. Donc voilà, tous ces facteurs ont fait que. Alors, vous avez oui. parlé justement des écrits. Enfin, il y a Oui. certaines personnes qui ont déjà écrit sur le sujet. Est-ce que vous pouvez en parler un petit Oui. peu? Comment se placent en fait vos recherches dans l'historiographie, comme on appelle ça? Qu'est-ce que... Alors, le sujet est assez peu connu Ouais. et assez inexploré et largement inédit. Donc, Et moi, d'où l'intérêt de vos oui, recherches. Ouais. je ne connais que six références en la matière. Et encore, les historiens qui ont travaillé dessus n'ont pas travaillé dessus exclusivement, n'ont pas publié que sur ce mouvement de résistance. On verra s'il faut l'appeler réseau ou mouvement peut-être un peu plus tard. Et donc, en ce qui concerne les historiens, il y a celui qui est très connu, hein, Marc-Olivier Baruch, qui a publié sa thèse, c'était en 1997 chez Fayard. Donc son livre s'appelle « Servir l'État français ». Et pour vous donner une idée, c'est une thèse de 737 pages. Et il n'y a qu'un chapitre qui est consacré au NAP sur les 13. Et c'est un chapitre qui fait quand même 40 pages. Et donc c'est un élément très important quand même pour fixer les choses, d'autant plus que c'est un historien réputé. Après, il a travaillé aussi un tout petit peu avec d'autres historiens ou anciens fonctionnaires. En 2021, il a présidé des travaux et il a publié un ouvrage collectif qui s'appelle Vichy et les préfets, le corps préfectoral français pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il a été publié à la Documentation française, donc en 2021. Et là, il y a quelques allusions sur le NAP concernant les préfets, parce qu'il y en a quelques-uns qui étaient aussi membres du NAP parmi les préfets ou les sous-préfets. Et donc, on a ça. Et donc, ça, c'est au niveau national. Et je suis obligé de le citer, mais ce n'est pas vraiment un historien. C'est un résistant qui a écrit ses mémoires en la matière. Il s'appelle Claude Bourdet, qui était le chef national du NAP, on le verra un peu plus tard, pour lequel le NAP était son enfant chéri, dans ses mémoires publiées en 1975, donc il y consacre quand même pas mal de pages. Et c'est aussi un guide assez intéressant. Mais par contre, alors moi personnellement, je trouve que l'ouvrage est remarquable, mais il manque une seule chose, c'est des explications et des données sur le Poitou, sur la région du Poitou. Il a quasiment parlé de toutes les régions françaises, sauf du Poitou. Donc voilà, d'où l'intérêt aussi de combler ce vide. Alors au plan local, c'est aussi succinct, mais il y a quand même un témoignage marquant, mais il y a les historiens Michel Chaumet et Jean-Marie Pouplin qui ont publié un livre pionnier sur la résistance en Deux-Sèvres en 1944. Et donc, ce livre apporte beaucoup d'informations. Il n'empêche que le NAP n'est traité qu'en 5 pages sur 556 pages. Oui. Et ce qu'on peut dire, c'est que votre ouvrage aujourd'hui, il fait... Oui. Le projet. Voilà, le projet d'ouvrage, il fait cette taille-là, à peu près 400 pages. Oui. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais finalement, très peu de choses ont été dites sur le sujet. Alors, on peut peut-être rajouter juste 2 informations. Pour la Vienne, il y a eu un ouvrage qui est paru en 87, rédigé par les historiens Roger Picard et Gaston Racot. La Vienne pendant la Seconde Guerre mondiale, le tome 3. Et là, il y a une confusion sur quelques aspects, notamment, alors autrement c'est très bien écrit, mais ils affirment que c'est René Limousin qui était le chef régional du NAP du Poitou, alors que c'était l'adjoint de Robert Béchat. Donc il y a une petite erreur. Et il y a un dernier élément à vous soumettre, c'est le témoignage de Philippe Béchade, qui était le fils aîné de Robert. Il a publié un ouvrage collectif et lui, il a inséré son témoignage. Il fait 10 pages dans un ouvrage de je ne sais plus combien de pages, mais assez volumineux. Et ça s'appelle « Un pas, encore un pas ». Pour survivre, 17 août 1944, 8 mai 45, commando de Neustadt-Furt, Buchenwald. Et il admet lui-même, Philippe Béchade, que malheureusement son témoignage est incomplet, puisqu'il n'avait pas pu accéder au dossier de résistance
de son père. Voilà. Et donc, D'accord. d'où l'intérêt de faire des recherches sur ce thème et d'aborder cette question aujourd'hui. Oui, la Oui. question d'ailleurs que je Oui. voulais un peu poser au public, est-ce que vous avez déjà entendu parler du NAP? Voilà. Oui, il y en a certains, apparemment j'ai vu, il y en a certains, mais c'est vrai que c'est quand même, voilà, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait faire cette conférence, cet échange autour de ce sujet, parce que c'est quelque chose qui a été crucial en fait pendant la Seconde Guerre mondiale et la suite surtout, avec, Oui, il y a les deux aspects. avec la libération. Oui. Alors oui. justement, voilà, le public ne connaît pas vraiment voilà, le noyautage des administrations publiques et on voulait, juste avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, parler un petit peu des mots-clés qui peuvent être autour de cette définition du noyautage des administrations publiques. Et donc, c'est de la résistance déjà, voilà, c'est quand même c'est un mouvement de résistance et on parlera un petit peu plus du mot mouvement plus tard. C'est une résistance de l'intérieur aussi, Oui. une résistance de l'intérieur. De l'intérieur des administrations de Vichy. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est aussi une résistance qui est légale et sédentaire. Est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin sur ce sujet, légal et sédentaire? Oui, parce que j'ai essayé de conceptualiser ce type de résistant atypique. Et donc, ce que l'on peut dire, c'est que comme, si vous voulez, ils n'avaient pas du tout modifié leur place dans la société, ils avaient conservé leur nom, ils avaient conservé leur responsabilité familiale, leur métier, et donc leur adresse. C'est pour ça qu'on les appelle, chez les historiens, les sédentaires. Alors les sédentaires, c'est beaucoup plus large que les fonctionnaires, mais on va rentrer progressivement dans les définitions. Et ce groupe des sédentaires, eh bien, il englobe ceux qui ont résisté sous couverture légale. D'où la qualification de résistants légaux par l'historien Henri Noguer. Et les sédentaires, donc il y a une sous-catégorie qui sont les résistants légaux, on l'a dit, et pour les membres du NAP, ce sont des résistants qui sont des agents publics en rupture avec le régime de Vichy et qui ont fait le choix de la désobéissance au nom d'un idéal. Et il y a une autre théorie, j'anticipe peut-être un peu, qui est sur le PowerPoint. Ils ont été recrutés selon un principe bien particulier exposé par un historien, François Marcot, le principe de fonctionnalité. Donc il s'agit de répondre aux besoins de la résistance. Ils ont choisi des fonctionnaires, non pas par hasard, ou des agents publics, en raison de leur éthique, de leurs compétences, des informations auxquelles ils avaient accès et des possibilités d'action. Cette sédentarité, ça les met un petit peu dans une position très risquée quand même, parce que comme ils ne bougent pas, ils sont plus à même d'être découverts et d'être pris, en fait, qu'on toque à leur porte, finalement. Oui. Ouais. Et en plus, comme leur couverture, c'est d'être fonctionnaire dans une administration de Vichy, c'est une couverture pour le moins fragile. Voilà. Ouais. Donc c'est très risqué en fait d'appartenir à cette résistance du noyautage des administrations publiques. D'autant plus, voilà, c'est que avant-guerre, il y avait quand même une culture de l'obéissance dans les fonctions publiques. Mais il était prévu, le Code Napoléon existe depuis 1810, et il était prévu que les ordres qui sont illégaux ne justifient pas celui qui les applique, même depuis très très longtemps. Et le gouvernement Vichy a tout renversé. Pétain a imposé, le maréchal Pétain a imposé le culte du chef, y compris dans les administrations. Et le régime de Vichy a très tôt pris une loi de septembre 1941 pour imposer un statut de la fonction publique. C'est le premier statut de la fonction publique en France. Et dans ce statut de la fonction publique, il était dit que l'obéissance était un devoir absolu, sans possibilité de dire non à son supérieur hiérarchique. Donc là on est dans une
une obéissance automatique, si je puis dire. Et les sanctions encouru, alors là, elles ont été progressives, pas immédiatement la mort, mais c'est venu assez rapidement, puisque dans une loi de mémoire, c'était de février 1944, au moment où la milice est associée au pouvoir, si les fonctionnaires désobéissent et que ça a une incidence sur les relations internationales et surtout les relations avec les Allemands, eh bien là, ils sont passibles de mort. C'était la sanction la plus sévère prévue. Voilà, donc ça c'est cet aspect-là aussi. On pourrait aussi s'arrêter sur le mot minoritaire. Oui. Minoritaire, alors pour présenter un petit peu au public ce que ça veut dire, vous avez les chiffres là devant. Il y avait environ 700 000 fonctionnaires de l'État, oui. C'est l'estimation basse, et il n'y avait que 1373 agents de l'État résistants et affiliés au NAP, ce qui fait 0,2%. Alors peut-être que ceux qui sont au fond ne voient même pas la ligne peu sombre. C'est juste pour vous représenter la minorité des résistants fonctionnaires qui étaient attachés au NAP dans cette masse de fonctionnaires de l'État. Donc aussi important. Oui. Et on peut le comprendre aussi avec ce risque qui était pris. Et même si c'est une minorité, la faiblesse de l'effectif n'est pas de nature à justifier l'oubli de la minorité de fonctionnaires résistants ayant sauvé l'honneur de l'administration française pendant les années noires du régime de Vichy et de l'occupation nazie. C'est ça qui est important. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parler d'une résistance administrative des fonctionnaires. Et pourtant, elle a bien existé. Elle a été reconnue après-guerre. Et peut-être que vous voulez... non, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là pour vous aider. D'accord. Et donc, eh bien, on peut peut-être parler justement de cette distinction entre mouvement et réseau. Oui, tout à fait, oui. Parce que souvent, on parle de réseau, de résistants, et là, vous avez choisi plutôt de parler de mouvement de résistance. Voilà. Alors que ce n'est pas le terme qui a été retenu après-guerre. Si vous voulez, donc c'est un arrêté ministériel du 9 mai 1947 qui a homologué le NAP comme réseau de résistance et reconnu comme unité combattante à compter du 1er octobre 1942. Donc le NAP a été créé, on y reviendra, en octobre 1942 et pas dans notre région, à Lyon, en zone sud. Le réseau, donc cette assimilation à un réseau prête à discussion, puisque la difficulté, c'est que les réseaux de résistance, ils ont été formés à l'initiative de la France libre, donc souvent de Londres, même quasiment exclusivement de Londres, ou des services secrets britanniques. Et ce sont des organisations qui ont une logique strictement militaire. Pour effectuer en priorité du renseignement et du sabotage. Alors que là, le NAP, c'est une création provenant de la résistance intérieure, provenant de la France captive. Et il n'y a aucune intervention de la part de Londres dans cette histoire. Et pourtant, ils ont bien un volet renseignement et sabotage. Mais aussi, il y a une dimension politique. On parle de mouvement aussi, ça évoque des mouvements politiques. Et là, la dimension politique, elle apparaît, elle est flagrante, puisqu'il s'agit de préparer le retour de la République à la libération. Donc ça les rapprocherait autant et beaucoup plus du mouvement. Alors on pourrait dire aussi une organisation sui generis qui est propre, parce qu'en fait on ne sait pas vraiment où la classer. Mais le mieux, ce qui paraît quand même le plus raisonnable, c'est de dire que c'est un mouvement, puisqu'il aspire à vaincre la barbarie et à construire le monde de demain, c'est-à-dire un monde meilleur par rapport à ce que ces personnes-là ont connu. Voilà. D'accord. Très bien. Oui, donc juste, je voulais, c'est moi qui ai juste mis cette image-là pour que le public puisse aussi se rendre compte de l'ambiance dans laquelle on est. Donc là, on est en 1940, mais à la création du NAP, donc en 1942, c'est la même chose. Pétain, collabore avec
Adolf Hitler, et on est dans un régime autoritaire. Autoritaire, de dictature, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'obéissance qui prime. Si les fonctionnaires décident de désobéir, il y a des risques, et pourtant, là on est en 1943 avec ce tract qui a été diffusé par la résistance, et qui dit « obéir c'est trahir, désobéir c'est servir ». Et donc, ça résonne avec les idées, en fait, les idées du NAP. Oui. On peut dire juste, on peut rajouter une précision, c'est que ce sont des tracts qui sont distribués, et parce que le réseau, le mouvement, on va dire que c'est un mouvement, le mouvement Résistance n'avait pas de journal clandestin comme les autres mouvements. C'est la seule différence, voilà. Mais par l'intermédiaire des tracts, et qui s'adressaient surtout aux fonctionnaires, puisque on ne voit pas trop l'intérêt de distribuer ces tracts-là dans les campagnes, etc. Donc, même s'il y avait des fonctionnaires dans les campagnes. Voilà, c'est une caractéristique des appels à désobéir. Alors, pour que ce soit la résistance, il ne faut pas simplement que ce soit une désobéissance individuelle ou civile. Il faut que ce soit une désobéissance dans un cadre organisé, pardon. Voilà. Et donc, et là, c'était le cas. Mais justement, par rapport à la création du NAP, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce monsieur, Jean Moulin? Oui. Quel est son rôle? Est-ce qu'il a eu un rôle important? Oui. Ou pas? Oui, très très important. Donc, c'était le délégué général de la France combattante et du général de Gaulle en France. Il avait créé il avait créé des services propres qui s'appelaient la délégation générale. C'est très peu connu, avec des services qui sont communs et qui, dans un cadre d'unification de la résistance, ont vocation à aider et à être en soutien avec tous les mouvements de résistance. Le but de Jean Moulin, c'est l'unification de la résistance, et c'est de créer des instances de regroupement autour de buts communs, tout en conservant les particularités des différentes sensibilités, mouvements et réseaux. Et alors Jean Moulin, c'est un ancien fonctionnaire, un ancien préfet révoqué par Vichy, et donc en ce qui concerne le NAP, quand on lui a proposé ce concept, il a tout de suite compris, étant fin connaisseur de l'administration, quel pourrait être l'usage et l'intérêt. Mais ce n'est pas Jean Moulin qui a créé le NAP. Qui c'est? Oui, alors c'est Claude Bourdet. Alors Jean Moulin est plutôt la figure tutélaire. Et on peut aussi dire juste un mot sur un point, c'est que les fonctionnaires ou les agents publics qui ont adhéré au NAP, eh bien, ils le faisaient pour une raison très précise, c'est parce que c'était des fonctionnaires, les caractéristiques aussi anti-vichistes, anti-nazis. Donc on peut dire que l'appellation NAP s'applique à toute cette structure de fonctionnaires anti-nazis, anti-vichistes. Et le créateur, le véritable concepteur, créateur du NAP, c'est Claude Bourdet. Alors Claude Bourdet, c'est un sacré personnage, on voit quand même... Oui. C'était le numéro 2 du mouvement Combat, le mouvement Combat créé à Lyon par Henri Freinet. Et c'est un intellectuel de gauche, c'est un polytechnicien, et c'est donc le concepteur. Alors, il s'est appuyé sur un certain nombre d'éléments. En fait, le NAP est le résultat de toute une construction. Oui, ça ne vient pas de nulle part. Voilà, il y a vraiment quelque chose, des idées derrière qui ont été construites avant la création du NAP en 1942. Et le NAP est le fruit de trois choses, en fait. Des idées anciennes, une approche empirique et une volonté politique. Celle de Jean Moulin, on en a plus ou moins déjà parlé. Alors, les références philosophiques et juridiques, elles sont claires. C'est la défense des droits de l'homme contre les États tyranniques. Donc, lui, Claude Bourdet, il s'est référé d'emblée à la révolte d'Antigone, revisitée par la pièce de théâtre de Jean Anouilh, qui a été représentée pour la première fois à Paris en février 1944. Vous avez l'affiche juste à gauche.
et aux textes fondamentaux en matière de droits de l'homme et aux théories politiques qui sont peut-être un peu moins connues d'un penseur italien devenu antifasciste. Et on va y revenir. Alors sur les droits de l'homme, je vais aller vite quand même, c'est que ce sont des droits naturels intangibles qui s'imposent à l'État en vue de protéger la personne humaine contre les abus de pouvoir, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la résistance à l'oppression, la désobéissance aux ordres injustes font partie des droits universels de l'homme proclamés depuis le XVIIIe siècle, aussi bien par la Déclaration d'indépendance américaine que par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, apport majeur de la Révolution française. Alors, il y a maintenant une source d'inspiration, c'est un essai politique d'un écrivain italien, Curzio Malaparte, mais il y a une prononciation un peu différente du côté de l'Italie, intitulé « Technique du coup d'État ». Cet ouvrage a été publié à Paris en 1931 et c'est un traité sur les méthodes pour renverser les États tyranniques et défendre les États démocratiques. Lui, Malaparte, il a surtout insisté sur la tactique insurrectionnelle de Léon Trotsky lors de la révolution d'octobre 1917 en Russie. C'est sa principale source d'inspiration. Il considère que c'est la meilleure méthode, la méthode la plus efficace pour renverser un État tyrannique. C'est de prendre possession des organes de l'État pour ensuite s'en prendre et renverser un gouvernement. Et donc positionner des personnes et voilà. Donc ensuite et c'est d'utiliser, c'est pas nécessairement d'avoir une majorité agissante, il suffit de petits groupes spécialisés, dissimulés un peu partout dans les administrations importantes, techniques, clés, d'un État oppresseur pour entraver et ensuite pour s'emparer du pouvoir. Et donc cette stratégie pouvait parfaitement se transposer au régime autoritaire de Vichy, et c'est ce qui a été fait. Oui, donc cette minorité qu'on a vue tout à l'heure, ça pouvait fonctionner, quoi. Ça pouvait fonctionner d'autant plus que c'était un État autoritaire qui ne reposait pas sur une base, un soutien populaire, sur des élections. Et donc, sans soutien populaire, c'est vrai que ça apparaît quand même comme une bonne méthode. A priori, même si c'est très 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 risqué, ce serait beaucoup plus difficile de faire la même chose avec un État démocratique, par exemple. Ils ont pris des risques, mais quand même, ils y ont réfléchi, et notamment avec cette expérimentation lyonnaise en 1941-1942. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus? Et donc, alors, Claude Bourdet, qui était à Lyon à ce moment-là, eh bien, il a pris soin de tirer les enseignements de l'expérience ou de l'expérimentation d'André Plaisantin. Alors André Plaisantin, c'était un entrepreneur, chef du mouvement Combat à Lyon et co-responsable de ce mouvement pour la région lyonnaise. Dès janvier 1941, il avait formé, il avait eu cette idée de former des petites cellules clandestines dans les administrations locales, notamment la police, les mairies, et dans diverses entreprises en vue de recueillir des renseignements pertinents et de mener des actions de sabotage. Et ça a fonctionné ? Alors oui, c'était très très pertinent, mais alors lui, il avait surnommé ça, le NAP, à l'origine, c'était le noyautage administratif et professionnel. Et aujourd'hui, c'est... Voilà, et Claude Bourdet, il a trouvé cette idée très très intéressante, mais il s'est dit, il vaut mieux tout axer sur le secteur public, qui était quand même assez peu... visé, approché, ciblé jusqu'à maintenant par les organisations de résistance, et c'est pour ça qu'il a transformé le sigle en noyautage des administrations publiques. Voilà. Et le dernier point, donc, c'est la volonté politique d'imposer, alors ça elle est prise par Jean Moulin lui-même, de construire un État clandestin, résistant, républicain, égoliste. Et en fait, le NAP est considéré comme un instrument de contre-pouvoir, puisqu'il va fonctionner en parallèle aux administrations de Vichy. Et le but, c'est de supplanter Vichy, de se servir de ses propres ressources pour le faire tomber. Et justement, les missions du NAP, quelles sont les missions du NAP? Voilà. Quel est le but vous avez commencé à en parler. Quelles sont ces missions? Quel est le but final du NAP? Et peut-être qu'il y en a plusieurs, d'ailleurs. Oui. Alors, il y a deux grandes missions. Alors, il y en a une qui concerne le présent, enfin le présent, il y a 80 ans. Le moment présent, sous l'occupation. Et l'autre, tournée vers l'avenir, on a plus ou moins abordé. Pour le présent, donc, c'est la neutralisation du régime de Vichy. Alors, il y a plusieurs étapes pour envisager cette neutralisation et pour saper ses bases. La première, c'est l'infiltration des bureaux.
ça passe par là. Ça veut dire que ça passe par la détection d'agents publics de confiance, discrets, ayant des capacités d'entraînement, soit en raison de leur place à des postes de commandement, soit en raison de leurs compétences ou de leur expérience. L'important, c'est d'avoir des agents bien placés, pas forcément haut placés. Cette sélection conduit à créer donc des petites cellules dans les administrations et selon la technique que l'on connaît bien du cheval de Troie. Ensuite, l'objectif est de recueillir tous les renseignements possibles d'ordre militaire, politique, administratif, policier, économique dont dispose le régime de Vichy, on l'a dit, et auxquels les différents agents ont accès. La consigne, contrairement à une idée reçue, c'est de rester en poste le plus longtemps possible, malgré le danger, sauf, bien sûr, à commettre l'irréparable pour Vichy, pour le compte de Vichy. Et là, il vaut mieux, dans ces cas-là, démissionner. Les moyens d'action sont divers. Il est possible de gripper la machine administrative, soit en faisant la grève du zèle, et là, les cheminots l'ont bien utilisé, cette pratique, pendant la Seconde Guerre mondiale, soit en détruisant des fichiers, soit en perdant ou en classant des dossiers. Enfin, le sabotage administratif, il implique l'aide directe à la résistance et aux personnes menacées. Cela consiste à la délivrance de faux papiers nécessaires à l'activité de clandestins et à la survie des exclus du régime de Vichy. Les faux titres remis par des fonctionnaires résistants supportent les vérifications en profondeur, étant confectionnés par des formulaires avec des formulaires et des tampons officiels. La protection de la résistance inclut aussi d'alerter sur les arrestations projetées et de participer aux filières d'évasion. C'est ça les missions, les grandes missions pour l'instant présent. Donc infiltrer les bureaux, renseigner, saboter de manière administrative et l'aide directe à la résistance. Et c'est les quatre... Voilà, le sabotage, c'est un sabotage méthodique, précis, continu, si possible difficile à déceler pour désamorcer, obstruer les mesures gouvernementales contraires à l'intérêt du pays. Et c'est une résistance assez fine finalement, parce que si c'est trop bruyant, on va dire, on est vite pris finalement. Donc et on verra qu'ils seront très très vite pris. Certains, malheureusement. Et la deuxième mission, qui va vers l'avenir du coup, parce qu'ils pensent à l'avenir. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé fascinant quand on a préparé cet exposé, cette conférence, c'est que ils avaient cet espoir en fait, et ils avaient toujours en tête qu'ils construisaient aussi pour l'avenir et qu'ils sortiraient de la guerre et qu'il fallait construire quelque chose, une administration, un État clandestin qui pourra ensuite prendre le relais quand la guerre sera finie et que la victoire sera saisie, quoi. Donc cette deuxième mission, c'est préparer l'avenir, préparer la victoire en fait finalement. La victoire et aussi le rétablissement de la légalité républicaine, très, très important. Donc, en quoi ça consiste? Donc, il s'agit de sélectionner les futurs cadres administratifs de la France libérée et d'établir la liste des fonctionnaires corrompus par le régime de Vichy ou par l'occupant à écarter dans le cadre de l'épuration promise après-guerre. Il s'agit... alors, ce qui est très important, c'est d'éviter justement la vacance du pouvoir. Ça, c'était une exigence à la fois de Jean Moulin et du général de Gaulle. Donc, de prévoir le remplacement rapide de l'administration vichiste. Oui, parce que sinon, c'est l'anarchie après. Oui. Et il y avait plusieurs craintes, puisqu'il s'agissait... Alors, il y avait une crainte par rapport aux communistes, mais en fait, elle était exagérée, cette crainte, que les communistes s'emparent du pouvoir, profitant de la libération. Ce n'était pas du tout dans l'objectif, apparemment, en tout cas mes lectures me conduisent à penser que ce n'était pas du tout les objectifs. Mais par contre, il y avait une autre... on va dire menace, mais le mot est un peu fort, c'est l'installation d'une administration militaire alliée des territoires occupés du style Amgot, comme en Italie, ex-puissance de l'Axe. Donc ça aurait placé la France comme une ancienne puissance de l'Axe en septembre 1943. Et ça, c'était aussi une chose à éviter à tout prix. Voilà. Donc, et en plus, l'objectif, c'était de faire fonctionner une nouvelle administration très très vite, à peine sortie de la clandestinité. Voilà. Et justement, pour faire fonctionner cette administration, pour qu'il soit opérationnel quand la victoire sera actée, il fallait une structure. Oui. Quand même, déjà pour faire, pour qu'il puisse être actif
au présent, sous l'occupation, et ensuite ils allaient mettre en place le nouveau gouvernement, donc il fallait une structure. Et est-ce que vous pouvez nous parler de cette structure ? Alors, la structure interne du NAP, elle est calquée, elle est très adaptée à l'organisation administrative très centralisée de l'État de Vichy. Alors, tout en traitant au départ différemment le centre et la périphérie. Donc le souci, c'est d'atteindre toutes les sphères de cette administration tentaculaire. Et donc, à l'échelon territorial, il y a le NAP. Le NAP, son objectif est de noyauter les services administratifs locaux, de s'introduire dans toutes les administrations régionales, départementales et même municipales, lesquelles étaient placées sous la tutelle étroite de l'État en raison de la suppression des élections. Donc il n'y a pas d'élections non plus. Pour couvrir ces territoires, le chef national, je vais un peu rentrer dans quelques éléments d'information complémentaires là, sur ce point. Le chef national, Claude Bourdet, il a désigné des délégués organisateurs de régions. Il y en avait 6 pour la zone sud, 5 pour la zone nord, en comptant la ville de Paris. Le Poitou, lui, il se situait dans la grande région ouest, dont le siège était Angers qui était le 3e centre administratif provincial de l'armée allemande après Paris et Dijon. Et le chef du NAP pour la zone interrégionale ouest était le résistant corrézien Jean Gilibert, ancien chef du bureau des étrangers à la préfecture de Tulle, donc on est encore dans une administration, ancien adjoint d'Edmond Michelet, chef régional du mouvement combat pour le Limousin. Jean Gilibert, il avait autorité sur l'Anjou, la Bretagne et le Poitou. Alors là, c'est le NAP en lui-même, les administrations locales, territoriales. À l'échelon central, il y avait le Super NAP. Alors, on n'est pas du tout dans un Marvel. Il a été créé en août 1943 à l'initiative du journaliste Maurice Nègre, de l'Office français d'information, c'est une agence de presse nationalisée par Vichy, pour noyauter, lui, les ministères, c'est-à-dire les administrations centrales. Et en novembre 1943, le NAP et le Super NAP ont fusionné sous l'impulsion de Claude Bourdet pour des raisons de simplification, et aussi ça s'accordait très bien avec le régime de Vichy, tellement centralisé et autoritaire que, à la limite, on pouvait, tout en gardant l'extension sur tout le territoire français, on pouvait très bien regrouper le tout. Oui, il fallait adapter aussi la structure du NAP sur la structure du régime de Vichy pour être au plus près du régime qui voulait en fait infiltrer. C'est ça. Et il y a aussi des sous-réseaux. Oui. Les sous-réseaux du NAP, alors, qui se distinguent entre l'administration pure, on va dire, et les services techniques. C'est ça. Alors, l'administration pure, c'est... Alors, ce qu'on peut dire... il y a 4 branches, en fait ce sont des branches spéciales par secteur, et il y en a 4 qui se caractérisent par leur technicité, et donc d'où le service technique, et c'est le NAP-PTT qui est chargé des écoutes téléphoniques. Alors on est bien d'accord, hein, ce sont des activités illégales normalement, hein. Mais là on agit pour le compte de la résistance, donc qui est chargé des écoutes téléphoniques, de l'interception des correspondances de l'ennemi. Le NAPFER, lui, il opère sur le réseau de transport ferroviaire pour saboter la circulation des trains. Le NAP Énergie, il est orienté sur les services du gaz et de l'électricité en vue d'organiser des pannes et de freiner l'effort de production. Le NAP Ravitaillement, il doit endiguer les réquisitions agricoles et approvisionner la résistance. Après, il y a l'aspect plus service administratif. Services administratifs sensibles. Il y a donc à nouveau deux sous-réseaux, le NAP Police et le NAP Mairie, qui ont des aspects communs. Le NAP Police, alors il est dirigé à Paris par Yves Baillet. Alors c'est le fils d'Albert Baillet, qui était un professeur de sociologie en Sorbonne, révoqué par Vichy, un intellectuel, et qui aussi était le responsable du mouvement franc-tireur pour la zone nord. Et si vous voyez, alors Yves Baillet, il est interprété dans le film Paris brûle-t-il
par Daniel Gélin. Et c'est comme ça qu'on peut repérer qui pourrait être Yves Baillet. Alors c'était l'ancien secrétaire général de la préfecture de Nantes. Lui aussi, il avait été révoqué. Il avait commencé par quitter son poste et ensuite il a été révoqué pour abandon de poste par Vichy. Il a vocation à assurer le NAP Police, la sécurité de la résistance, à établir des faux titres d'identité, à aider les patriotes à s'évader et à prévenir les arrestations. Le NAP Mairie, il peut également fournir des faux papiers. Sa mission propre, c'est d'approcher les services municipaux, en particulier les secrétaires de mairie des communes rurales, puisqu'à ce moment-là, ces secrétaires de mairie étaient souvent des instituteurs de l'enseignement public. Et ces derniers sont supposés plus enclins à aider la résistance, ayant largement contribué avant-guerre à l'installation du régime républicain dans les campagnes. Et on peut dire aussi que certaines branches étaient tellement spécifiques et techniques qu'elles ont pris leur autonomie et même se sont émancipées à un moment donné. Alors c'est en juillet 1943, la création du mouvement Résistance PTT pour les postiers et du mouvement Résistance Fer pour les cheminots. Oui, pour la résistance des instituteurs, on a un exemple phare quand même qui est avec Edmond Proux. D'ailleurs, on a une vitrine qui est consacrée à ce monsieur dans notre exposition. Et on va faire un escape game sur le sujet, on l'espère en tout cas. Donc, oui, c'est aussi la résistance des instituteurs est intéressante, mais c'est vrai qu'elle ne fait pas partie du NAP. Même s'ils sont fonctionnaires, non, le NAP, c'est vraiment... parce que les instituteurs, les instituteurs ou les enseignants, c'est quand même un monde à part dans la fonction publique, entre guillemets. Ça, c'est l'expression de l'historien Marc-Olivier Barouche, donc je la reprends. Voilà. Et donc, les instituteurs ou les enseignants, eux, ont plutôt adhéré à un mouvement de résistance aussi bien connu, Libération. Alors que ce soit au sud ou au nord, alors ça rentrait mieux dans leurs idées personnelles, politiques, mais il y en a eu quand même qui ont adhéré aussi au NAP, parce que le NAP était républicain avant tout, et pas forcément politique, en allant chercher des distinctions entre la droite, la gauche, le centre, etc. Alors, on a parlé un petit peu on a parlé de la structure générale, mais est-ce qu'on pourrait aller un petit peu plus loin et se rapprocher de chez nous et parler un petit peu des Deux-Sèvres assez rapidement, parce que voilà, le temps passe. Et on aimerait aussi parler de deux acteurs qui sont très importants pour le NAP et pour notre département. Donc, qu'est-ce qui se passe en Deux-Sèvres plus spécifiquement ? Alors, le terrain y était particulièrement favorable en Deux-Sèvres, et dès mars 1943, alors qu'on est en zone nord occupée, et que le NAP a été créé en zone sud à Lyon. Et donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer. Il faut dire aussi qu'on avait la chance en Deux-Sèvres d'avoir initialement un résistant qui s'appelait Henri Darceau et qui était chef départemental du mouvement Résistance, fondé à Niort en octobre 1942 autour du journal clandestin de ce nom-là, et qui avait préparé le terrain puisqu'il avait recruté essentiellement dans les services publics. Et son adjoint, dès octobre 1942, c'était Robert Béchade. Et donc il a poursuivi dans cette voie et il a pris l'initiative d'établir le NAP dans le département, et à partir de la préfecture, il a constitué un certain nombre de cellules. Et aussi, le contexte local, il est très très favorable en mars 1943, pour trois raisons. Alors, je vais essayer de faire vite sur les trois raisons. La première, c'est la nomination d'un préfet qui s'appelait René Chopin, qui est installé à Niort le 11 mars 1943, et il venait de Marseille. Alors, on va voir l'importance de Marseille, puisque nous, en Deux-Sèvres et à Niort, l'inspiration, c'est pas tellement Lyon, c'est plutôt Marseille. Et donc lui, il venait de Marseille, où il avait été auparavant, donc il avait exercé les fonctions de préfet délégué du Bouches-du-Rhône. Alors, ce n'était ni un serviteur zélé du gouvernement de Vichy, ni un collaborateur docile des autorités d'occupation. Il est resté dans l'histoire comme le seul préfet relevé de ses fonctions, le 12 décembre 1943, par décret de Pierre Laval, le chef de gouvernement. Il lui était reproché deux choses.
d'avoir refusé de nommer un maire collaborationniste à Thouars, donc c'était un acte courageux, et aussi il s'était opposé lui-même à sa propre nomination en Haute-Savoie pour éviter d'avoir à se compromettre dans la résistance en Haute-Savoie et aussi dans la persécution des Juifs, puisque les Juifs étaient réfugiés en grand nombre sous occupation italienne en Savoie. Et dès son arrivée, eh bien, il a donné un nouveau cap à la préfecture et moins sensible au parti collaborationniste et plus soucieux de la protection de la population. Deuxième point, il a nommé, autre acte de courage, le colonel Paul Ardouin, qui était une de ses connaissances. C'était l'ancien directeur régional du service des réfugiés à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Il lui a donné le poste de directeur départemental du STO des Deux-Sèvres. Alors que ce colonel Paul Ardouin, eh bien, il était membre du NAP depuis janvier 1943 à Marseille et qu'il était recherché activement par la Gestapo de Marseille. Et la feuille de route, donc voilà, il nomme dans l'administration à Niort quelqu'un qui est recherché activement à Marseille. Et la feuille de route que lui donne le préfet René Chopin, c'est de lui dire, eh bien, vous me torpillez le service du STO de Sévrien, et ce sera très bien. Et donc, le colonel Ardouin, il l'a fait avec succès, avec le concert, avec le concours de 3 agents résistants, et on va quand même les citer, d'autant plus qu'il y a des femmes. Gilberte Dussigne, 26 ans, évacuée des Ardennes. Gisèle Avrard, 19 ans, secrétaire dactylo, et on aura sa photo sur les diapos, et Lucien Grimmer, interprète de 23 ans, originaire de Moselle, lui-même recruté dans le service du STO pour échapper au STO. Voilà. Donc on voit bien la ligne qui est retenue. Troisième aspect, c'est que dans le même temps, Robert Béchade, lui, il est donc chef de bureau des réquisitions en mars 1941 à la préfecture des Deux-Sèvres, et il sympathise avec un de ses collègues, Gilbert de Peretti, un rédacteur d'origine corse, réfugié à Niort après son évasion d'un camp de prisonniers de guerre. Donc la résistance vient du sud, en fait. Voilà. Ouais. Et lui, Gilbert de Peretti, il connaissait bien la cité phocéenne puisqu'il avait une licence en droit à la faculté d'Aix-Marseille. Et donc tous ces points, le point commun entre tous ces protagonistes, c'est cette cité portuaire, refuge, foyer de la résistance en zone sud. Et dans leurs échanges entre tous ces personnages, eh bien, ils ont parlé du NAP, et Robert Béchade, lui, il s'est emparé du sujet. Il a voulu le transposer d'emblée à Niort et dans le département des Deux-Sèvres. Et comme il n'avait pas de référent au début en zone nord, eh bien, il s'est attribué le titre de chef départemental. Oui, donc vous voyez un petit peu pour le public l'organigramme du NAP en Deux-Sèvres. Alors c'est petit, mais c'est condensé. Et c'est pour vous montrer que voilà, il y a quand même une organisation. Et si on voit bien, donc tout en haut, on a les délégués nationaux adjoints pour le secteur ouest. Ensuite, on a le chef départemental avec Robert Béchade et toutes les petites structures dont on a parlé tout à l'heure, le NAP préfecture, le NAP mairie, le NAP PTT, etc., etc. Et on a évalué à peu près, c'est une estimation, 70 membres, on va dire, ou apparentés, qui étaient membres du NAP en Deux-Sèvres et donc placés dans toutes les administrations des 3 arrondissements. L'arrondissement de Bressuire étant le dernier créé par une loi de Vichy de juin 1942. Donc il y avait Niort, Parthenay et Bressuire pour les 3 arrondissements. Et donc voilà, le tableau est quand même impressionnant. Et dans l'arrondissement de Niort, en fait, c'était le plus important, puisqu'il y avait toutes les directions des services qui étaient là. Ce que je voulais dire, je ne sais plus trop. Oui, donc il y avait aussi donc, les administrations de l'État, mais aussi dans les services municipaux. Il s'est introduit le NAP, mais peut-être qu'on peut s'arrêter sur ce point. Même si on pourrait dire encore un autre point sur Gilbert de Peretti très vite, c'est que lui, il était chef du bureau des allocations militaires. Et il disposait de fonds importants, puisque c'était les allocations militaires. Donc il était convenu dès juin 1943, donc lors de la réorganisation de la préfecture des Deux-Sèvres, de détourner certaines allocations et de les verser à des familles de réfractaires au STO ou de déportés.
Donc, et tout ça, ça a été validé par le rédacteur principal Gustave Servant, qui était à la direction départementale des anciens combattants et qui a accepté que les sommes soient allouées directement aux familles. Et pour la mairie de Niort, c'est intéressant quand même, puisqu'il y avait des fonctionnaires qui ont été membres du NAP. Il y a Pierre Martinet, qui était le responsable du service des travaux et des eaux du Vivier. Il y avait Léon Chotard, qui était le directeur adjoint du service des réquisitions. Il y avait Adèle Bonnet, commis au service de l'état civil, qui a délivré des actes de naissance rectifiés nécessaires à la confection de faux papiers et prélevé sur les stocks de la mairie des tickets d'alimentation pour les besoins des résistants. Et il y avait aussi Félix Leland, adjoint au maire de Niort, qui a couvert tant qu'il a pu avant d'être arrêté comme otage le 10 juin 1944, après le débarquement allié en Normandie et déporté au camp de Neuengamme, dont il est revenu. Et on peut citer aussi d'autres mairies entourant Niort, notamment Sainte-Pezaine, gérée par le maire résistant Henri Lambert, et puis aussi, puisque Henri Lambert était aussi membre du mouvement Résistance, et Saint-Florent, la secrétaire de mairie Antoinette Bourdezeau, qui assistait les cheminots résistants. Et ce que l'on peut... Voilà. Oui, et c'est vrai qu'on a parlé de minorité tout à l'heure, mais quand on entend tous ces noms qui sont cités, on voit qu'il y a quand même des fonctionnaires qui ont pris le risque et qui se sont levés et qui ont désobéi pour contrer le régime de Vichy malgré les risques. Donc oui, il y avait quand même des personnes qui se sont levées. Tout à fait. On va parler de deux personnes très importantes pour le sujet. On a beaucoup évoqué un nom, c'est celui de Robert Béchade. Et ce qui est important, c'est que aussi, ce sont deux personnes qui sont issues du ministère de l'Intérieur, donc du ministère qui est chargé de réprimer, de lancer les persécutions. Et c'est intéressant que ces deux personnages-là soient restés en fonction pour essayer de bloquer la machine de l'intérieur et jusqu'au bout. Donc il y a Robert Béchade d'abord. On va insister sur lui. C'était donc le chef départemental et régional du Poitou. Oui. Alors, il avait quel âge quand il était justement, il s'est intéressé au NAP, il s'est intégré au NAP et il est devenu chef départemental du NAP. Oui, donc là, il avait 31 ans. Il avait 31 ans, oui. Donc il avait à peu 2 près ans mon avant. âge. Oui, d'accord. Oui, d'accord. 2 ans avant, on va voir sa fin tragique. Donc on peut dire quand même son parcours, si on a un peu de temps. Il est né le 10 mai 1911 à Ardileux. Il a suivi des études au collège Saint-Hilaire de Niort, titulaire de 2 diplômes d'études supérieures en droit public et en économie politique. Il est entré comme rédacteur à la préfecture des Deux-Sèvres en mai 1935. En mars 1938, il est admis à l'examen d'aptitude aux fonctions de chef de cabinet du préfet et faute de poste, il est demeuré à Niort et s'est abstenu de solliciter tout emploi de ce type sous le régime de Vichy. Et c'est à souligner, il a désapprouvé l'arrêté ministériel du 25 janvier, c'est très peu connu ça, du 25 janvier 1941, ayant révoqué Roland Weil de ses fonctions de chef de cabinet du préfet des Deux-Sèvres au seul motif de sa qualité de juif, fonction que ce dernier exerçait depuis le 21 février 1939. Il a accédé au grade de rédacteur principal en janvier 1941, puis il est nommé chef du... Alors là, je parle de Robert Béchade. Oui. Il est nommé chef du bureau des réquisitions en mars 1941, puis chef des services de guerre en juin 1943. Et en parallèle, il a exercé, enfin, il s'est engagé dans la lutte clandestine. Oui, donc un très beau parcours qui l'a amené à la préfecture des Deux-Sèvres. Et donc il a organisé le NAP, il a piloté le NAP depuis son bureau qui était situé de la préfecture, qui était situé au numéro 5 rue Saint-Gaudin, un bâtiment annexe, et il a été au premier étage, son bureau, et c'est de là que tout est parti. Alors c'est le paradoxe du NAP, c'est vraiment de voir surgir un mouvement de résistance d'une préfecture qui est quand même le bâtiment administratif le plus représentatif du pouvoir vichiste à cette époque. On l'a qualifié de Jean Moulin local. Pourquoi ? Eh bien, en fait, parce que c'était
un fédérateur des fonctionnaires résistants et agents publics. Il a eu aussi une fin tragique comme Jean Moulin. Et en fait, ça a été un observateur privilégié, un stratège, et vraiment, il a eu un rôle déterminant au sein de la résistance, non seulement départementale, mais aussi régionale, dans l'ancienne région de Poitiers, puisqu'il avait une autorité donc, sur les Deux-Sèvres, sur la Vienne, sur la Charente-Maritime. À cette époque-là, il y avait aussi la Vendée, qui était incluse dans le mouvement, et dans la région, pardon. Et il y avait un tout petit aspect, une toute petite partie de la Dordogne aussi, la zone nord de la Dordogne. Voilà, donc il avait des responsabilités, sachant aussi que quand même, il faut nuancer, c'est que le NAP a eu une activité très importante en Deux-Sèvres, dans la Vienne et en Charente, alors très peu en Charente-Maritime et en Vendée, sur la côte atlantique, puisque c'était des zones déclarées interdites par l'occupant allemand depuis octobre 1941. Ouais. Et donc, il a vécu une fin tragique comme Jean Moulin. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire? Et ça nous permettra aussi de comprendre ce que risquaient les fonctionnaires à l'époque quand ils s'engageaient contre le régime de Vichy. Alors d'abord, il a été arrêté pour deux raisons, deux facteurs. D'une part, comme il avait des responsabilités croissantes au sein du NAP pour la région, son nom s'est retrouvé très souvent mentionné dans des carnets d'adresses d'autres chefs de la résistance. Donc la multiplicité de ses contacts a contribué à l'exposer davantage et à le rendre plus vulnérable. Ouais, c'est fou parce que normalement dans la résistance, il faisait en sorte de ne pas avoir de traces écrites et il y avait quand même des carnets qui existaient. Oui, malheureusement. Ouais. Et ça, c'est une partie de l'explication. Et l'autre grande cause, c'est l'acharnement du dernier préfet vichiste des Deux-Sèvres. Alors autant le préfet René Chopin avait couvert Robert Béchade, n'ignorait rien de son activité, avait laissé faire. Et là, le préfet René Chopin a été révoqué. Mais donc, en quelle année déjà? Donc c'était en décembre 1943. Et donc là, Robert Béchade n'avait plus personne pour atténuer les choses et regarder par un autre ailleurs ou de fermer les yeux. Et donc là, c'était le préfet Henri Gaumont, installé à Niort le 6 février 1944. C'est un ancien sous-préfet de Saintes et la date de sa promotion comme préfet, c'est la dernière année de l'occupation nazie. Donc ça le classait dans la catégorie des grands commis de l'État ayant reçu l'aval du chef de la milice, Joseph Darnan, qui est entré peu auparavant au gouvernement de Vichy avec rang de secrétaire général au maintien de l'ordre. Et Henri Gaumont, lui, il avait la francisque, décoration emblématique du régime. Son jeune fils de 16 ans s'était engagé dans la LVF et lui-même appartenait à l'association Les Amis de la LVF. Et donc, quand il est arrivé à Niort, et même auparavant, quand il était à Saintes, il a toujours été salué par la presse collaborationniste comme un préfet acquis à la collaboration. Et là, il n'a pas failli à sa réputation. C'était l'anti-Béchade, son ennemi mortel. Il faut savoir que Béchade, il a été appréhendé non pas par des Allemands, mais par des policiers français venus spécialement de Poitiers, avec l'accord de ce préfet vichiste et pro-nazi. Ce préfet était très suspicieux à son égard, et quand il a appris qu'il pourrait faire partie éventuellement de la résistance communiste, eh bien, il s'est vraiment défoulé, acharné contre lui. Alors, Béchade avait pourtant été prévenu le matin même de son arrestation par le policier résistant Émile Gorichon, mais il avait cru qu'il pourrait revenir quand même à son bureau et classer ses derniers dossiers avant de s'enfuir. Ah oui, il voulait classer les dossiers avant de partir. Ranger ses derniers dossiers. Et donc, il est tombé dans une véritable souricière à la préfecture, puisque le 6 mai 1944, vers 11h, il est appelé au téléphone par le préfet Henri Gaumont, en lui ordonnant de ne pas quitter son bureau et en lui annonçant une visite, et sans rien dire d'autre, une visite. Et cette visite, c'était celle de 6 policiers de la SAP, section des affaires politiques de la 22e brigade régionale de la police de sûreté de Poitiers, une section chargée avant tout de la chasse aux communistes et dirigée par le redoutable commissaire principal Bernard Rousselet.
Alors si subitement Robert Béchade est passé pour le dirigeant régional d'une organisation communiste appelée l'ANAP et non l'ENAP, au sens de la nationalisation des administrations publiques, c'est parce que son nom, on l'a dit, figurait dans l'agenda de Raymond Julliot, le responsable départemental de la résistance communiste arrêté 2 jours auparavant à Bressuire, et aussi que le préfet Henri Gaumont, anticommuniste viscéral, avait abondé dans ce sens. Les mots employés dans les rapports des donneurs d'ordre de cette arrestation sont d'une absurdité navrante. Le grief de la nationalisation des administrations publiques, fustigeant une prétendue volonté de transférer à l'État la propriété des services publics lui appartenant déjà, ça n'a aucun sens, sauf dans des cerveaux fanatiques. Bien que l'engagement communiste de Robert Béchade était une fable, l'anticommunisme exacerbé de Vichy a conduit à l'aberration de voir partout des bolcheviks. Voilà. Et à partir du 6 mai 1944, le chef régional du NAP, il a subi toutes les étapes atroces d'un chemin vers l'horreur. Donc il a été torturé à la prison de la Pierre-Levée par des Français, des inspecteurs de la SAP. Il a eu la force morale de ne pas démentir l'erreur de ses bourreaux sur son organisation clandestine d'appartenance. Mais donc il a rien Oui. dit. Ce qui a préservé le mouvement gaulliste de contre-pouvoir qu'il avait mis en place dans les administrations de la région. Son arrestation n'a entraîné ni la chute d'un autre membre du NAP, ni compromis le plan local de libération qui avait été esquissé. Ensuite, il a été livré aux Allemands et il est déporté sans bagages dans des wagons à bestiaux plombés par le dernier convoi du 17 août 1944 parti de Compiègne-Retonde au camp de concentration de Buchenwald. En septembre 1944, il a affecté au commando extérieur des mines de sel de Neustassfurt, l'un des pires camps annexes de Buchenwald avec celui de Dora, pour y construire une usine souterraine de moteurs d'avion. Il a fait preuve à nouveau d'un courage exemplaire. Il a été désigné et d'une grande dignité par ses compagnons de misère, chef d'un groupe de déportés politiques français, ce qui lui a permis de maintenir leur morale, mais aussi l'a exposé à un surcroît de sévices. En avril 1945, fuyant l'avancée des troupes alliées, les SS ont évacué le camp annexe de Neustassfurt et jeté sur les routes sans ravitaillement les prisonniers squelettiques en habits rayés, massacrant d'une balle dans la nuque, à l'arrière de la colonne, tous ceux qui ne pouvaient pas suivre. Épuisé, atteint de profondes blessures aux pieds et du typhus, Robert Béchade est décédé à l'âge de 33 ans le 8 mai 1945, jour de la reddition de l'Allemagne nazie, au bord d'un chemin à Hansbruck, en Saxe, près de la frontière tchèque, au terme d'une marche de la mort d'une durée d'1 mois sur près de 400 km. Sur les 500... Oui, les derniers mots qu'il a prononcés, c'était « c'est la fin pour moi ». Voilà, mais je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je le referais encore. À 33 ans. Ça montre un idéal indomptable. Oui. Et donc, ce n'était pas le seul cadre administratif du ministère de l'Intérieur à avoir résisté. Il y en avait un autre. Oui, alors, mais prenez votre temps, respirez. Bon. Parce que je ne sais pas si on a trop. On voit de temps. Que vous voulez parler. Il n'y a pas de souci. On prend le temps. Bon. Oui. Donc la deuxième personne dont on voulait parler, c'est Émile Gorichon. Oui. Et c'est un personnage qui est important pour vous, que vous avez bien connu. Voilà, prenez votre temps. Donc il est au commissariat de police de Niort et il était le copilote du NAP Police. Voilà, donc il était installé dans la police, il était au commissariat de Niort. Est-ce qu'on peut parler brièvement du début de sa vie, mais donc, oui, pour parler un petit peu de ses sensibilités, qu'est-ce qui l'a amené finalement à rentrer dans le NAP, qu'est-ce qui lui a donné, quel est son parcours qui l'a amené jusque... Alors c'est un contact précis avec Henri Darceau. C'est Henri Darceau, le chef départemental du NAP, du mouvement Résistance, qui est venu le voir personnellement. Et son commissaire, lui, a été approché par un émissaire de Robert Béchade. Et donc la réunion des deux entre le commissaire, enfin on y reviendra, et le secrétaire de police, ça a formé la cellule du NAP Police Résistance, mais on retient que NAP Police. Alors lui, Émile Gorichon, il est né le 24 août 1912 à Couture d'Argenson. Donc il avait à peu près le même âge que Robert Béchade. Un an de moins. Un an de moins, oui. Pupille de la Nation, il était clerc de notaire pendant 10 ans, de 1926 à 1936. Il a accompli son service militaire en 1933-1934 au Maroc, en qualité de secrétaire d'état-major du général Giraud.
il avait été reçu premier à l'examen pour secrétaire d'état-major, et tout le monde pensait qu'il allait choisir une affectation tranquille et bien discrète. Non, non, il a tenu à aller au Maroc, et c'est comme ça qu'il a rencontré le général Giraud. Ensuite, il est entré dans la police municipale en avril 1937, donc sous la Troisième République. Et en octobre 1937, il est placé comme secrétaire de police adjoint sous l'autorité de Arthur Bénet, qui était secrétaire principal de police et qui était un ancien combattant de la Grande Guerre, blessé en 14. Et en février 1934, ça montre que mon grand-père était républicain et aussi avait des idées concernant aussi les droits sociaux. C'est qu'il a adhéré à l'amicale du personnel de la police municipale de Niort, qui était la première forme du syndicalisme policier apparu dans l'entre-deux-guerres, en devenant trésorier adjoint, donc on est en février 1939, de cette association professionnelle. Alors le régime de Vichy, lui, il s'est préoccupé très tôt de la maîtrise de l'appareil policier. Qui était auparavant... Oui, quel est le contexte à l'époque concernant la police? Qu'est-ce qui se passe en fait? Quelle est l'ambiance finalement de l'époque concernant la police, et qu'est-ce que le régime de Vichy veut pour la police? Et si vous voulez, à l'époque, la majorité des polices, et c'était des polices municipales, elles dépendaient de maires élus des communes. Et Vichy, lui, il a voulu tout centraliser, étatiser. Et donc, c'est une loi du 23 avril 1941 qui a fait de tous les personnels de police des agents de l'État. En zone nord occupée, l'étatisation de la police, en raison de la présence des Allemands, a été différée jusqu'à la loi du 27 octobre 1942, instituant la police d'État dans la région de Poitiers. Ce texte a intégré la police municipale de Niort, ville de plus de 10 000 habitants, dans la police régionale d'État, la plaçant sous l'autorité du préfet de région, assisté par un intendant de police. Cependant, sous couvert d'étatisation des polices municipales, le régime de Vichy a procédé à une véritable purge des personnels en instituant des commissions spéciales de reclassement composées en majorité de militants des partis collaborationnistes. Donc il y a une purge, et votre grand-père échappe de justesse, à ça, qui est dirigée contre les éléments républicains, les francs-maçons et les syndicalistes. Donc il y a quand même, en novembre 1942, une épuration déguisée qui s'est soldée par l'éviction de 8 agents ayant participé à la naissance du syndicalisme policier, dont Arthur Bénet, le secrétaire principal de police. Et donc mon grand-père y a échappé. Et qu'est-ce que votre grand-père fait concrètement? C'est quoi son rôle dans la police? Quels sont ses pouvoirs? Quelles sont ses fonctions? Pour qu'on comprenne sa position dans la police, et qu'est-ce qu'il va faire, quelles sont ses fonctions et ses missions qui vont pouvoir faire avancer le NAP en fait finalement. Alors s'il a réussi à passer à travers de cette épuration-là, c'est parce qu'il n'y en avait pas d'autre. Secrétaire de police, voilà, ça n'a tenu qu'à un fil. Et son rôle, il était important parce que le secrétaire de police, à ce moment-là, c'est un greffier, un gestionnaire du commissariat. Il est chargé de mettre en forme les écritures, de tenir les registres, d'enregistrer les pièces de procédure et de conserver les cachets officiels. Toutes les procédures transitant par lui, c'est aussi l'un des policiers les mieux informés des activités du commissariat. Et donc, à sa grande stupéfaction, eh bien, c'est lui qui a été désigné avec le grade de secrétaire principal de police, donc on est en novembre 1942, et de facto, pour la première fois de sa carrière, le titre d'adjoint du commissaire. Donc le régime de Vichy a pensé peut-être qu'il s'en ferait un allié. Pas du tout. Mon grand-père n'a jamais oublié ses collègues abusivement évincés, la plupart étant d'anciens poilus de la Grande Guerre, signe du peu de considération du maréchal Pétain à leur égard. Et en novembre 1942, il est associé avec un commissaire de police, on y vient, anti-nazi, Louis Bernard, qui est en provenance de Saint-Nazaire. Oui, donc il n'est pas seul en fait. Non. Ouais. Il est muté, alors Louis Bernard est muté d'office à titre de sanction disciplinaire, parce qu'on n'arrive pas de Saint-Nazaire à Niort sans qu'il y ait une sanction disciplinaire en principe. Il avait refusé le 28 mars 1942 de désigner des otages à la demande des autorités allemandes en représailles au succès du raid britannique sur le port de Saint-Nazaire dans le cadre de l'opération Chariot. Et il s'était aussi opposé le 30 juillet 1942 à la torture dans son commissariat d'un résistant communiste arrêté par le SPAC, le service de police anticommuniste d'Angers. Donc, partageant la même hostilité à Vichy et au nazisme, ils ont formé un tandem uni au commissariat de Niort. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble
très vite. Ils ont commencé par interdire la torture, puisque l'expérimentation de la torture avait commencé dans les locaux de la police dès 1941, malheureusement. Ce retour, mais eux, ils l'ont résolument interdit. Et ce retour à une conception républicaine, respectueuse des droits fondamentaux de l'homme, a duré 4 mois, pas plus. Hein. Très vite, par arrêté ministériel du 17 mars 1943, le commissaire principal Louis Bernard est suspendu de ses fonctions pour insuffisance de résultats dans la répression politique des menées dites antinationales, avant d'être mis à la retraite d'office à compter du 1er octobre 1943. Lui, son adjoint, Émile Gorichon, il a échappé à une sanction disciplinaire et il a pu conserver ses fonctions jusqu'à la libération. Alors, ce qui est important, c'est que le 1er mai 1943, donc le mois de mai est très important pour la résistance, en général, l'ex-commissaire de police, maintenant c'est un ex-commissaire de police, il a été récupéré entre-temps par la mairie de Niort dans les services. Il est devenu chef de service des cartes d'alimentation. La mairie de Niort a récupéré ou recyclé un certain nombre de fonctionnaires sanctionnés. Louis Bernard est devenu... Oui. Et le secrétaire principal, lui, Émile Gorichon, toujours en fonction, ils ont créé un groupe de sécurité de la résistance qui est initialement composé de 5 membres fondateurs, incluant 2 policiers limogés par Vichy, Gérard Chéniaud, Baptiste Bascoulergue, ainsi que l'inspecteur titulaire Pierre Goudounex, patriote entré dans la police pour échapper au STO. Il faut savoir aussi qu'on pouvait rentrer dans la police pour échapper au STO. Il y avait des gens qui étaient choisis pour leur idéologie et d'autres à cette époque. Donc très... sur quoi j'aimerais revenir aussi, c'est que la police est là, le NAP police est là pour protéger aussi la résistance. Il y a une réelle idée de protection. Oui. Et de perturber les opérations de la police de Niort, majoritairement inféodées à Vichy. Alors, en tout, ils ont compté dans leur rang 14 policiers intègres. Oui, et on a les photos de 10 policiers ici sur le PowerPoint. Et donc c'est un nombre fixé en février 1944. On est bien avant le débarquement allié en Normandie. Donc ce groupe, il était affilié au NAP Police et il a été reconnu par le président du comité départemental de libération, Edmond Proux, donc qui était le représentant de la résistance locale unifiée, et intégré au triangle 31 bis, désignant le groupe d'appui et de protection technique du secteur numéro 7, Niortville, de l'armée secrète des Deux-Sèvres. Ces policiers avaient aussi, avaient des risques aussi d'être pris. Oui. Je sais, quand on a préparé cet échange-là, vous vouliez parler de certaines personnes, de ces policiers, et 3 notamment, qui ont été victimes en fait, du régime nazi. Donc juste les citer rapidement. Alors il y a un brigadier de... Enfin, allez-y. Allez-y. Le brigadier de police, donc Fernand Veillot, qui a... Donc en fait, la caractéristique de ces 3 policiers victimes de la répression nazie, c'est qu'ils ont été formés au commissariat de Niort. Donc mon grand-père les connaissait très très bien. Donc il y a Fernand Veillon qui est allé au commissariat de Fontenay-le-Comte pour avoir un grade supplémentaire. Donc il était sous-brigadier, il est passé brigadier de police. Paul Morillon, c'est un jeune gardien de la paix qui a commencé au commissariat de Niort et qui ensuite est allé à une école, c'est à Orléans de police, avant d'être affecté à Fontenay-le-Comte. Et ils ont été arrêtés et déportés au camp de Sachsenhausen. Donc on est en juin, j'ai plus les dates, 1944. Et il y en a un 3e qui lui aussi, pour des raisons, pour prendre un grade supplémentaire, donc il était sous-brigadier, il a commencé sa carrière comme instituteur, mais il est rentré dans la police. Voilà, comme quoi. Et donc, il a commencé comme sous-brigadier à Niort, et ensuite brigadier de police à Saint-Jean-d'Angély, et il a été tué au combat, au combat dans un maquis qu'il avait rejoint en août 1944. C'est aussi pour montrer que c'est un réel miracle que votre grand-père aussi soit passé entre les mailles du filet, parce qu'il y a aussi des policiers qui sont dans la résistance, qui se font prendre malheureusement et qui connaissent une fin aussi tragique. Parlons, pour finir, sur l'histoire de votre grand-père, de ce qu'il a fait réellement pour la résistance. Alors c'était surtout un agent de renseignement. Il a eu la chance de jamais être démasqué. Et le spécialiste de la délivrance de faux titres d'identité. Il a transformé son bureau en poste de combat au service de la résistance.
Alors, au préalable, il convient donc de souligner la force de ses convictions républicaines et l'intensité de son opposition à l'idéologie. Oui, c'est une question que je me pose et qui est Oui. intéressante. Comment il parlait de ça, justement, de ses convictions? Est-ce qu'il vous en a parlé? Comment il Très vous en peu. parlait? En fait, lui, il était assez silencieux. Moi, je l'ai connu que surtout à la fin des années 70, dans les années 80. Il était déjà affecté par il était devenu cardiaque par une maladie. C'était plus tout à fait le même Émile Gorichon qu'avant 1977. Et il était pas très disert sur ces questions-là. Et quand on lui en demandait, quand on lui parlait, il disait « Non, non, je n'ai fait que mon devoir ». Et il y en a d'autres qui ont fait autant, voire plus que moi. Mais il y avait une certaine pudeur, oui, en fait. oui. Ouais. Donc il n'a jamais été dans des collèges ou des lycées pour aller parler, malheureusement. Et il n'a jamais écrit le récit de ce qu'il avait fait de manière construite, avec une chronologie, etc. Ouais, les témoignages qu'on a de ce qu'il a fait, c'est quand même ce qu'il vous a raconté. Mais c'est aussi, par exemple, sur ce document-là, il avait gardé les archives. C'est la demande pour la carte de combattant volontaire de la résistance, et il y a quelques points qui sont cités de ce qu'il a fait pour la résistance. Donc et ça correspondait aussi à ses deux principales missions, puisqu'il était greffier du commissariat, donc il était informé de toutes les procédures en cours. Il a fourni des renseignements sur les opérations de la Gestapo, des policiers de la SAP de Poitiers, de la milice en vue de les déjouer. Les documents recueillis, souvent des télégrammes annonçant des mesures répressives contre les résistants ou des mesures de persécution contre les juifs, étaient déposés au siège de l'entreprise de transport Billardeau, qui existe toujours, et communiqués par l'intermédiaire de Clément Giraud, un ancien cheminot membre du NAP à la résistance. En outre, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que Louis Bernard avait fait installer un poste récepteur radio clandestin au sous-sol de l'hôtel de ville de Niort, dans l'ancienne salle des brigadiers de police, pour connaître les instructions et les attentes de Londres. Parce qu'il était présent à son bureau, Émile Gorichon il a pu rectifier des rapports de police afin de mettre hors de cause des résistants et de conclure à des recherches infructueuses. Il a gelé des demandes de poursuite contre les réfractaires au STO pour les protéger, les orientant le cas échéant vers les maquis de la région. Il a soustrait des lettres anonymes adressées au commissariat, dénonçant des résistants ou des hébergements clandestins, et il a fait prévenir des personnes en danger d'arrestation dans la mesure du possible. Ouais, ça, c'est la partie greffier. C'est la partie, oui. d'accord. Et il y a la partie aussi responsable des cachets officiels du commissariat. Et notamment pour la création des fausses cartes d'identité. Voilà, c'est ça. Oui. Il s'est spécialisé dans cette délivrance de faux titres d'identité, et on peut le qualifier de fonctionnaire du faux de bonne qualité. Un cachet du commissariat dans la partie caoutchoutée avait été volontairement effacé quant au nom de la ville, permettait de tamponner les cartes d'identité vierges ou tout autre titre. Les cartes munies de ce tampon officiel étaient remises en blanc et en série à Henri Darceau, si bien qu'il est difficile de connaître tous les noms des bénéficiaires. Entre mai et novembre 1943, il en a confectionné plus d'une centaine, sans compter celles établies par ses collègues du NAP Police. Après l'arrestation d'Henri Darceau, le 13 novembre 1943, il a poursuivi dans cette voie, dans cette activité, avec d'autres responsables. Et pour répondre à l'urgence, il lui arrivait aussi d'attribuer de faux titres d'identité à des personnes déterminées. Par exemple, il a délivré en octobre 1943 une fausse carte assortie d'un nom d'emprunt au capitaine résistant Charles Cramart, chef du service Niort-Sud de l'armée secrète départementale. Et en novembre 1943, il a octroyé à Émile Gersmann, un fourreur juif étranger membre des FTP communistes parisiens qui s'était réfugié à Niort, la nouvelle identité de Michel Gerdan, et lui a remis de faux papiers au nom de Riémont pour les membres de sa famille cachés à Saint-Mexan. Le parcours de Émile Gersmann est aussi intéressant, mais on ne pourra pas en parler maintenant. Mais c'est pour dire au public que si vous voulez après, vous pourrez discuter avec Stéphane Gorichon, qui a encore plein de petites anecdotes sur le sujet. On peut dire aussi que les demandes de fausses cartes étaient tellement nombreuses qu'il a dû procurer un cachet officiel du commissariat portant la Francisque au groupe de résistants des ponts et chaussées affiliés au réseau belge d'Elbo Phoenix. Pour finir, on va quand même raconter ce qui s'est passé avec Henri Gaumont, parce que votre grand-père a eu quand même un rôle important. Alors, on arrive à la libération de ce préfet des Deux-Sèvres. Oui, vichiste.
il était donc mon grand-père, Émile Gorichon, est resté fidèle à son engagement dans la résistance, c'est-à-dire qu'à la Libération, ça a été un défenseur du droit et de la justice. Il a épaulé les autorités républicaines qui ont pris le pouvoir, qui se sont installées. Et donc le plan prévu a été suivi de remplacement des administrations vichistes par une administration sous contrôle de la résistance, sans débordement majeur, sans discontinuité. Alors, pendant que les policiers résistants procédaient à l'arrestation des principaux collaborateurs, lui, l'objectif prioritaire d'Émile Gorichon, c'était de se rendre à la préfecture de Niort en vue d'appréhender le dernier préfet vichiste des Deux-Sèvres, Henri Gaumont. Et comment a réagi Henri Gaumont? Voilà. Dans le bureau de ce dernier, alors il était accompagné de René Hudlet, qui est le préfet de la Libération désigné par Michel Debré, et de Gilbert de Peretti, représentant du NAP en l'absence de Robert Béchade. Il lui a lu les crimes de collaboration qui lui étaient reprochés à ce stade de la procédure, et l'ex-préfet s'est aussitôt effondré en larmes, espérant ainsi se faire pardonner plus facilement. Peu attendri, Émile Gorichon lui a demandé de la dignité et l'a conduit en résidence surveillée à l'intérieur de l'hôpital de Niort, où il a rejoint l'ancien maire collaborateur, le docteur Émile Panou. Et donc, lors de l'épuration, donc les policiers, les meilleurs policiers, on va dire, de la ville de Niort, se sont démultipliés pour assister l'autorité judiciaire et les commissions d'épuration qui ont été mises en place. Il faut savoir que l'épuration avait au moins 3 volets, et là on parle d'épuration légale par opposition à l'épuration sauvage et aux exécutions sommaires. Oui, l'épuration légale était très importante pour votre grand-père. C'était ce qui primait. Pas simplement pour moi. Oui. C'était vraiment ce qui primait. Il fallait se séparer au départ de tous ces Français qui avaient collaboré, eu des idées anti-républicaines. Et donc, c'était l'objectif. Donc, il y avait 3 volets essentiels dans cette épuration légale. Un volet administratif, applicable dans chaque ministère pour sanctionner disciplinairement les fonctionnaires ayant favorisé les entreprises de l'ennemi et contribué à la destruction des libertés républicaines. Un volet judiciaire pour réprimer pénalement les crimes de trahison des collaborateurs devant les cours de justice et les délits d'indignité nationale devant les chambres civiques. Et un volet économique pour frapper les entreprises ayant réalisé des profits illicites dans le commerce avec les nazis. Et donc le préfet René Hudlet, le préfet de la Libération, avait dit à mon grand-père le jour de son installation à la préfecture, « Vous allez avoir beaucoup de travail », et il ne s'était pas trompé. Donc l'épuration administrative, elle s'est révélée d'une rapidité exemplaire dans la police, puisque dès le 9 septembre 1944, seulement 3 jours après la libération de la ville, au terme d'une réunion au commissariat de Niort, présidée par Émile Gorichon, des suspensions immédiates ont été demandées au préfet René Hudlet contre 12 policiers pour faute grave. Les procédures disciplinaires se sont conclues par 5 déplacements d'office et par 4 révocations pour les inspecteurs les plus fanatiques. Les 3 commissaires suspendus, sur 3 commissaires suspendus, seul celui spécialement chargé de la répression anticommuniste fut révoqué. Et il y a eu aussi tout le volet de l'épuration judiciaire, qui était le point central de l'épuration légale. Donc je l'ai dit, cette épuration, elle a été beaucoup plus respectueuse des droits de la défense et des voies de recours, conformément au principe du procès équitable, que ce que pouvait faire Vichy sous l'occupation. Donc grâce à l'implication de ces fonctionnaires résistants, de ces fonctionnaires qui étaient affiliés au NAP, on a réussi à avoir un régime juste après la victoire, qui n'était pas totalitaire et qui permettait de retrouver une république finalement. C'est ça. Mais elle était restée quand même, ce qu'on peut dire, c'est que l'épuration judiciaire, elle a été définie dans un cadre de légalité républicaine. C'est-à-dire qu'elle s'est avérée au final assez mesurée, sans être affectée, malgré certains défauts, de tous les vices décriés par les nostalgiques du régime vichiste. Voilà. Elle a été aussi d'une certaine ampleur, puisqu'elle n'a épargné aucun extrémiste de la collaboration, aucun milieu social, mais elle s'est montrée relativement indulgente vis-à-vis des hauts responsables administratifs de Vichy,
Pour exemple, Henri Gaumont a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour trahison devant la Cour de justice des Deux-Sèvres, mais comme il y avait eu un vice de procédure lors du premier jugement, il a été rejugé devant la Cour de justice de la Vienne, et là, il a été condamné simplement à 18 mois d'emprisonnement, comme il avait fait déjà ces 18 mois d'emprisonnement, donc ça s'est conclu par une libération immédiate. Et à l'inverse, vous avez devant les yeux le bilan du NAP et de ces fonctionnaires qui se sont impliqués dans ce mouvement. Et vous voyez, bon, il y a une très large majorité qui n'a pas été inquiétée, mais il y a 20% qui ont été tués, 16% en tout qui ont été déportés et 8 qui sont morts en déportation. Pour montrer... finalement, et pour honorer ces résistants qui ont été jusqu'à donner leur vie pour un espoir, en fait, un espoir de République. Et on peut dire que la preuve est faite, que même avec une minorité de fonctionnaires déterminés, il est possible, en les plaçant dans des services stratégiques, de renverser un État tyrannique. Puisqu'ils l'ont fait, et en fait, ils n'étaient pas les seuls, heureusement, il y avait la résistance armée qui n'était pas loin, tout était coordonné. Et donc, ils ont montré que c'était possible. Et donc, est-ce qu'on peut parler encore un peu des plus grands succès? On est quand même à la fin, là. Oui. Les plus grands succès du NAP, et donc, ils ne sont pas négligeables, notamment en Deux-Sèvres, c'est la qualité des renseignements fournis à la résistance armée, le sabotage systématique du STO, donc ça a été un échec, le STO, et en particulier en Deux-Sèvres, la diffusion massive de faux papiers pour les réprouver du régime. Il faut savoir que le plus important centre clandestin de fabrication de faux documents de la région du Poitou était situé à Niort. Et on a parlé à la libération de plus d'1 millier de fausses cartes d'identité et de fausses cartes d'alimentation qui ont été distribuées. Alors il n'y avait pas que la police, puisque tous les services, on l'a vu, on peut dire qu'il y avait de véritables guichets de délivrance de faux papiers dans les services administratifs. C'est assez étonnant. Oui, et oui. Donc Claude Bourdet, bon, malgré toutes les difficultés, a soutenu, et il l'a soutenu d'ailleurs dans son ouvrage, que c'était une idée proprement brillante, une idée géniale, et il l'a soutenu et il l'a maintenu. Donc, je suis désolée, il faut terminer, oui. Mais terminer quand même sur ce tract qui annonce encore une fois obéir, c'est trahir, désobéir, c'est servir. Et c'est aussi ça a inspiré aussi des évolutions de notre droit, il faut quand même le dire, qui ont mis fin au système de l'obéissance passive ou inconditionnelle. Donc c'est l'un des enseignements aussi de cette période. Le droit a reconnu la responsabilité personnelle des fonctionnaires ainsi que le devoir de désobéissance aux ordres manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Aux ordres illégaux. Aux ordres illégaux, oui, c'est ça. Oui. Et ce qu'on peut ajouter à la fin, c'est qu'en réalité, la question de la désobéissance aux ordres criminels d'un régime despotique a toujours une résonance actuelle. La démocratie n'étant jamais acquise, le pire peut toujours recommencer. C'est pourquoi le rappel de cette histoire, de l'histoire de cette résistance administrative organisée n'est pas vain et donne tout leur sens à des textes normatifs que l'on ne saurait ignorer. Voilà. Merci. Et je terminerai personnellement en remerciant tout particulièrement les archives départementales des Deux-Sèvres de m'avoir permis de tenir cette conférence avec vous, et je vous salue pour la préparation de cet entretien. Et j'exprime toute ma gratitude aussi à l'expert archiviste Guillaume Porcher qui m'a aidé à accompagner. Je n'oublie pas les conseils avisés de Laurent Delaine. Je suis aussi très reconnaissant à Jean-Charles Verdier, ancien directeur départemental de l'ONAC, d'avoir effectué une première étude sur Robert Béchade ayant nourri mes recherches. Je suis sensible au soutien aussi des petits-enfants de Robert Béchade qui sont tout à fait informés de ce projet. Et enfin, je dois beaucoup aux souvenirs d'enfance de mon père, Jean-Pierre, qui avait 8 ans en 1944. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Alors, on a dépassé un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions ? Avec le micro. Oui, sur les 700...
les 700 000 fonctionnaires, vous mettez quoi comme catégorie de fonctionnaires dedans? Par exemple, est-ce qu'il y a les Oui, gendarmes, brigades mobiles, milieu hospitalier, Il y a les instituteurs, enfin, les l'enseignement. catégories ABC et il y a toutes les fonctions publiques de l'État, principalement. Alors pour les fonctions publiques territoriales, à cette époque-là, c'est un peu plus complexe parce qu'ils avaient un statut un peu à part. Ce sont des services, des agents municipaux, des services municipaux, et ce n'était pas vraiment, enfin c'était entre deux. Ils n'étaient pas considérés au sens strict comme fonctionnaires. C'est arrivé après-guerre. Donc voilà, c'est juste une précision. Et autrement, il y avait dans ces membres du NAP, il y avait effectivement des policiers, des gendarmes, on l'a vu, hein, tout un tas de fonctionnaires de toutes les administrations vraiment qui étaient en place à cette période-là. Alors je ne sais pas si préciser ce que vous voulez dire. Pour savoir quel était Oui. le panel qu'on mettait derrière les 700 000, quoi. Parce que vous avez dit que les enseignants étaient un peu à part, donc est-ce que vous les comptez dans les 700 000? Enfin, là, c'était pour essayer de voir un petit Alors, pour les enseignants, il y en avait quand même quelques-uns, hein, faut pas. C'est les enseignants qui avaient choisi le NAP, on les trouve non seulement dans les mairies quand ils étaient secrétaires de mairie, instituteurs, mais on le trouve dans l'administration centrale. Il y avait, alors par contre, le nom, je crois que c'est un monsieur Vatel, qui était un chef d'administration centrale de l'éducation nationale, qui était le représentant du NAP au sein de cette administration centrale. On pourrait retrouver le nom dans mon projet d'ouvrage, mais voilà, il y avait aussi une dimension NAP, mais surtout au niveau de l'enseignement supérieur. Enfin, de l'enseignement supérieur et les instituteurs secrétaires de mairie. Oui, je suis historien et quand j'ai fait mes études d'histoire il y a 50 ans, il était impossible de travailler sur cette époque. J'ignorais pas les nappes, hein, je les ai connues, mais on ne pouvait pas travailler parce qu'il y avait des délais de prescription qui, dans certains cas, étaient repoussés à 1 siècle. Oui. Et donc, hors de question de travailler là-dessus parce qu'on se butait sur un mur. Voilà. Et je pense que ça explique le fait que cette histoire ne soit pas connue. Parce que, notamment pour les personnes qui avaient des responsabilités, ce délai, il était imprescriptible. Et je crois que c'est 60 ou 80 ans. Oui, tout à fait. C'est au moins 90 ans, oui. Ouais, 90. Alors, ça a changé, ça, avec une loi de 2008, si ma mémoire est bonne, où les délais ont été réduits. Mais ça, vous le savez encore mieux que moi. C'est même Angélique, au fond, qui pourrait répondre tout à fait à 50 ces ans. délais de communicabilité. Oui. Ça a été réduit à 50 ans. Alors oui, effectivement, il y a une loi en 2008 qui a permis d'abaisser certains délais de communicabilité. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu une dérogation générale pour l'ensemble des fonds qui concernent la Seconde Guerre mondiale. Donc dorénavant, tous ces fonds-là sont tout à fait librement consultables et communicables par le grand public. Non, il n'y a pas très longtemps. 2015 de mémoire. Tout à fait. Oui. 31 décembre 2015 précisément. C'est un métier. Exactement. Vous avez parlé de la liste des fonctionnaires corrompus qui avait été établie. Je n'ai pas trop suivi à quel moment et est-ce qu'on a des traces de ces listes et comment ils ont été établis? Alors, non, on n'a pas de traces de ces listes, mais par contre, on sait qu'il y a au moins 2000 procédures qui ont été lancées à la Libération. Alors, pas uniquement contre des fonctionnaires, bien sûr, pour l'ensemble de ceux qui étaient soupçonnés de collaboration avec l'ennemi. Et je crois, mais j'ai aussi les chiffres, mais c'est 226 dossiers qui ont été transférés à la Cour de justice des Deux-Sèvres et qui a donné un certain nombre de condamnations diverses et variées. Et donc, ces listes préalables qui avaient été établies de fonctionnaires corrompus, eh bien, elles ont servi quand même pour orienter la justice et tout un tas de, enfin, la justice et un certain nombre
de personnes, dont le préfet, qui avait aussi un rôle d'orientation de ces procédures, et aussi le comité départemental de libération des Deux-Sèvres. Et donc, les listes ont quand même servi. Elles n'étaient pas, n'étaient pas officielles, puisqu'après, il y a eu des procédures en bonne et due forme qui ont été réalisées. La deuxième question, c'est par rapport à l'évolution du droit français sur la fin de l'obéissance passive aux ordres illégaux. Pensez-vous que même à notre époque actuelle, enfin moi j'ai été fonctionnaire, mais je suis à la retraite, mais pensez-vous qu'à notre époque actuelle, c'est facile de résister à des ordres illégaux? Je pense par exemple des contrôles, certains contrôles dans des domaines comme le nucléaire, comme des choses. Enfin, oui. Je pense que ça. C'est extrêmement difficile. Je pense que c'est très très difficile. Alors, des domaines de pollution très graves qui peuvent arriver, qui sont cachés, que certains fonctionnaires savent, c'est quand même difficile de défier cette enfin de ne pas de le divulguer par rapport à voilà. Oui, il s'agit quand même d'être vigilant, voilà. C'est certainement très très difficile, même encore actuellement. Oui, mais c'est quand même un garde-fou. Ça pourrait être reproché, non mais ça pourrait être reproché plus tard à certains fonctionnaires ou inspecteurs qui n'auraient pas forcément divulgué. Enfin, je pense que ça pourrait un jour. Mais c'est très difficile à appliquer et ça suppose quand même une crise d'une gravité extrême. Alors évidemment au quotidien, alors peut-être que les policiers, les gendarmes, s'il y en avait dans la salle, pourraient dire s'ils sont concernés ou pas aujourd'hui. Donc ce sont sans doute eux les plus vigilants et aussi dans d'autres administrations. Donc voilà, c'est surtout s'il y avait un changement de régime que cette ces normes, ce devoir de désobéissance aux ordres manifestement illégaux serait applicable et aurait un intérêt. Alors évidemment, au risque et péril des personnes concernées. Mais justement, c'est en se regroupant, moi c'est ce que je dis, c'est que si il y avait eu beaucoup plus un mouvement de désobéissance générale qui s'était élevé au sein de l'État français, au sein de l'appareil d'État sous Vichy, et si les fonctionnaires résistants avaient été une majorité, avaient représenté une majorité, la dictature de Vichy aurait sans doute fait beaucoup moins de victimes s'il y avait eu ce mouvement de désobéissance générale. Alors ce n'est pas du tout ce qui s'est passé en réalité. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je pense que c'est encore d'actualité. Oui, tout à fait. Vous parliez tout à l'heure des personnes, donc des collaborateurs qui avaient été jugés, mais bon, tous les juges, dans ce que vous avez présenté, les différents domaines dans lesquels il y avait des nappes, j'ai pas souvenir qu'il y avait un nappe justice. Non, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a eu une épuration des juges eux-mêmes avant que les juges jugent les collaborateurs? Si, il y a une épuration aussi bien administrative dans le ministère de la Justice, au ministère de la Justice, qu'une épuration judiciaire. Alors, les statistiques, elles sont difficiles à établir, et en plus, pour le domaine de la justice, je pense que c'est l'historien Dominique Tantin qui est le plus compétent, encore plus compétent que moi sur ces questions. Mais il n'empêche que des juges ont été écartés pour leur attitude sous l'occupation, notamment ceux qui ont participé aux sections spéciales du régime de Vichy, qui étaient chargés de juger les communistes, les résistants communistes. Il faut savoir qu'à Niort, le président de la Cour de justice était un magistrat qui avait commencé ses fonctions bien avant-guerre, dans l'entre-deux-guerres, et il s'appelait Stéphane Guillon, et il était quand même... donc il avait fait une partie de sa carrière à Niort, et à partir de 1942, il avait demandé à être muté à Fontenay-le-Comte en Vendée, et il était connu
pour être très proche des milieux résistants. Et c'est pour ça qu'ils l'ont nommé à la Libération comme président de la Cour de justice des Deux-Sèvres. Voilà, donc c'est un choix délibéré, tout n'était pas fait totalement au hasard. Sauf qu'un magistrat, un juge digne de ce nom, eh bien, il doit être impartial quand il juge. Hein. Là, il a été choisi, lui, parce qu'il sauvait l'honneur d'une profession, mais il a été un juge, je pense, assez équitable. Alors, la difficulté, on n'a pas tellement parlé, c'est que les cours de justice, c'était des juridictions d'exception. Et donc, il a fallu les créer. Pourquoi ? Parce que les tribunaux de droit commun sous Vichy et les tribunaux militaires, c'était complètement discrédité. Et donc, il a été jugé préférable de créer des juridictions d'exception. Sauf que, bon, si on avait pu s'en dispenser des juridictions d'exception, on l'aurait fait, parce qu'il y a quand même quelques dérogations au droit commun. Notamment, il n'y avait pas de partie civile devant ces juridictions. Mais il y avait quand même des voies de recours et des droits de la défense. Donc, c'est quand même un point très positif. Et voilà, donc je ne peux pas tellement vous donner des statistiques sur l'épuration dans la justice, mais elle a quand même eu lieu. Hein, aucun ministère n'a été épargné. Et c'est au ministère de l'Intérieur que l'épuration a été la plus forte. Hein. Et c'est ce qui paraît tout à fait normal, d'ailleurs. J'ai tiqué sur un point tout à l'heure. Oui. Il a dit que, alors je ne sais pas si c'est Claude Bourdet ou vous, qui avait dit que le système des nappes, des noyautages de l'administration publique, il pouvait renverser une dictature, mais pas l'inverse. Or, on voit ce qui se passe en Amérique, par exemple, on voit dans certains pays qu'il y a des dictatures qui s'installent précisément parce qu'ils ont noyauté des organes du pouvoir. Ou en tout cas, ils ont fait des coups d'État militaires, oui. Souvent. Hein. C'est beaucoup plus... à mon sens, c'est beaucoup plus difficile. D'ailleurs, c'est pour ça que Curzio Malaparte a rédigé son livre. C'est aussi pour montrer comment ça se passe, comment les coups d'État peuvent être pensés et réalisés, mais c'est pour alerter les régimes démocratiques. Faites attention aussi, quand même, un État moderne doit s'entourer de précautions. Mais il me semble que ce serait beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile de renverser un État démocratique, un régime démocratique, avec la technique du noyautage. Pour moi, alors sauf à avoir tous les militaires de son côté. Mais autrement, puisqu'il y a quand même des contre-pouvoirs importants dans les régimes démocratiques, voilà, je pense que ce serait quasiment vain là, dans ces cas-là. Pour moi, on a l'impression que les régimes dictatoriaux sont les plus stables, ceux mais en fait, c'est quasiment les plus fragiles, à condition, bien sûr, d'accepter. En fait, si on combat pour des idées, malheureusement, au bout du chemin, il peut y avoir la mort. Hein. Donc, voilà, c'est assez délicat. Mais Curzio Malaparte, hein, il dit bien dans la préface de son livre, il attire aussi l'attention de tous les régimes démocratiques sur ces questions-là, pour ne pas qu'il y ait ce genre d'aventure qui pourrait les déstabiliser. Oui. Ah. Alors, ce serait un souhait de trouver un éditeur plutôt local, un éditeur régional. Et donc, j'ai proposé, mais pour l'instant, je n'ai pas eu de retour favorable, ou pas de retour du tout même. Donc, bon...
Alors, mon projet d'ouvrage est peut-être un peu complet, long. C'est peut-être difficile pour un éditeur, surtout quelqu'un qui n'a jamais publié auparavant, d'éditer. Mais je pense qu'il y a quand même un intérêt d'évoquer ces questions. Et donc, j'espère que je pourrai trouver un éditeur qui accepte, quitte à revoir certaines parties, mais qui accepte une publication. On vous le souhaite parce que c'est très très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Gorichon. Merci, Sarah. C'était vraiment passionnant. Passionnant, intéressant. Je pense que les uns et les autres, nous avons appris des choses que nous ne connaissions pas sur cette histoire particulière de la résistance dans les administrations. Et en tout cas, si votre livre sort, et on l'espère pour vous, je pense que nous sommes plusieurs intéressés pour l'acheter. Merci. Avec Sarah, nous allons faire une petite conclusion. Alors, c'est un petit peu en aparté. Nous voulions vous parler du programme culturel à venir aux archives départementales des Deux-Sèvres. Nous sommes actuellement en pleine préparation de la programmation du second semestre 2025. Pour vous donner un petit aperçu de ce qui vous attend pour la deuxième partie de l'année, nous voulions vous rappeler qu'il y a les Journées du patrimoine le 3e week-end de septembre. Vous êtes les bienvenus aux archives départementales si vous souhaitez notamment visiter le bâtiment. Nous aurons également une nuit aux archives le 31 octobre, qui sera d'ailleurs pilotée par Sarah ici présente. Oui, oui, et ceux qui sont habitués auront des surprises. Voilà, donc on a essayé d'innover pour cette visite. On n'en dit pas plus pour laisser justement la surprise. Il y aura également des conférences, peut-être sur ce mode-là ou sur un mode différent. Ça, je pense que ça reste encore un petit peu à réfléchir. On a notamment parlé de Dominique Tantin, qui sera présent aussi pour le second semestre, pour une conférence. Voilà. Entre autres, des ateliers également, alors des ateliers de généalogie, de paléographie et d'écriture également. Et puis, Sarah en a parlé tout à l'heure très rapidement, nous avons un projet d'escape game également. Ça, c'est un format qui est assez novateur pour nous, puisque nous n'en avons jamais fait aux archives départementales. Et nous espérons que l'escape game pourra sortir prochainement. Voilà, c'est pour découvrir l'histoire notamment d'Edmond Proulx et de la résistance, de la résistance militaire. On a parlé de la résistance administrative, et là, ce sera la découverte de la résistance militaire. Voilà. Et dernière petite information, l'exposition qui se trouve dans le hall d'entrée sera poursuivie jusqu'au 31 décembre 2025. Si vous souhaitez revenir ou inviter des personnes à venir voir cette exposition, ça sera avec plaisir qu'on vous accueillera. De toute façon, toutes ces actualités, vous pourrez les retrouver sur notre site internet et nous vous invitons à aller consulter de temps en temps notre site internet. Voilà, je pense que c'est la fin de cette conférence. Merci encore. Merci à vous. Merci à vous aussi d'être venus. Et puis, bel été à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.